Salut et bienvenue dans le Fait-Tout d'Émilie, le podcast où l'on renoue les liens entre alimentation, santé et bien-être. Et pour ce faire, j'accueille des invités de tous horizons qui nous partageront une petite partie de leur vie, de leur parcours, mais aussi leurs idées et avis. C'est l'occasion d'aborder avec eux de nombreux sujets d'actualité, de débattre et d'échanger sur les grands défis contemporains sur le plan de la santé publique. Une discussion chaleureuse et bon enfant saupoudrée de quelques conseils pratiques pour être bien dans son assiette. Je suis Émilie René, diététicienne nutritionniste et formatrice en BTS diététique. J'ai fondé DietiAct, mon cabinet libéral connecté pour vous accompagner vers une alimentation équilibrée, saine et adaptée à vos besoins. J'aime partager mon savoir au travers d'événements, d'ateliers et de conférences afin que la santé soit réellement accessible à tous. Mon objectif est de vous donner les bonnes clés pour prendre soin de vous dès maintenant et pour toute la vie. Pour me contacter et être au courant de toutes mes actions, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet dietiact.com et à suivre mon actualité sur Instagram @dietiact, DIETYACT. J'y serai ravie d'échanger avec vous. Et tout de suite, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, pour notre deuxième épisode, j'accueille dans mon Fait-Tout avec énormément de joie Marc, qui est auto-entrepreneur et donc créateur de Natural Perf. Marc est neuropsychologue, formé en neuronutrition, spécialisé dans l'anxiété et la dépression. Et Marc est également conférencier en neurosciences. Bonjour à toi Marc, comment tu vas? Écoute, ça va bien, Émilie, hein, merci pour cette opportunité, merci de m'avoir invité. Ça va très très bien. Ah bah écoute, avec vraiment beaucoup de plaisir. Et donc encore une fois, bienvenue et sens-toi à l'aise. Installe-toi confortablement dans mon Fait-Tout. Donc tu vois, il y a suffisamment de place, si je puis dire. Donc voilà, le but, c'est vraiment que tu te sentes à l'aise. Donc j'espère que c'est le cas. Oui, c'est bon, je suis bien là. Et top, 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 top. Alors, je t'invite du coup à commencer dans cette première partie que j'appelle la carte d'identité culinaire. Donc, on va dire, c'est l'occasion de faire un peu plus ample connaissance avec toi. Donc, tu vas dévoiler ta carte d'identité culinaire à nos auditeurs en répondant à quelques questions autour de la cuisine. Voilà. Du Ok, coup, ce sera l'occasion voilà, d'apprendre un peu sur tes goûts, ton expérience alimentaire au quotidien. Voilà. C'est bon pour toi? parfait. Ok. Donc, du coup, niveau goût, alors tu es plutôt salé ou sucré? Ah ouais, question. Alors, niveau goût, avant j'étais un peu plus salé, effectivement. Ouais. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je me tourne plus vers le sucré. Alors, je pense que c'est souvent par période, je pense, tu vois. Vraiment Ok, par saison, parce que je suis en train de vivre. Mais ces temps-ci, je suis plus sucré. ok, ça marche. Tu es plutôt plat doux en bouche ou plutôt épicé? Ah, épicé, épicé. Plutôt. Ah, d'accord. Très, très épicé ou… Assez relevé quand même, assez relevé. Ok, ok, intéressant. Quel est l'aliment que tu aimes particulièrement et celui que tu détestes? Alors, l'aliment que j'aime particulièrement, c'est l'avocat. Mhm. Ah, je suis Ok, un grand fan d'avocat. ok, intéressant. Et du coup, celui que tu ne supportes pas? Alors, celui que je ne supporte pas, enfin, je le supporte, mais tu vois, enfin, comment dire, par expérience, finalement, mon cerveau l'a mis vraiment de côté. C'est le kiwi, mais pas le kiwi jaune, le kiwi vert. Ah, oui, oui, ok, ok, ok. Est-ce que tu as un plat préféré? Est-ce que j'ai un plat préféré? Alors, avant, j'avais un plat préféré, mais depuis que j'ai changé mon alimentation, bah Mhm. non, j'ai pas forcément. J'aime tout que prépare tout ce qu'on prépare avec ma femme, mais là, j'ai pas vraiment Mhm. de plat titré préféré. Ok, ok. Alors, là, cette question, je ne sais pas si ça va être compliqué pour toi, mais sache que cette prochaine question,
je vais te demander de choisir entre deux légumes qui sont les plus détestés des Français. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu feras partie ou pas de cette catégorie? Tu me le diras. Alors, es-tu endive ou blette? Ah, je suis plus team, team Bled. Ah bon? Ouais, ouais, bah, Ouh. du coup, mon fils aime beaucoup les blettes. Donc, finalement, tu sais, avec une petite salade là, assaisonnée, ça passe, hein. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, écoutez, chers auditeurs, je suis en face de quelqu'un qui me dit qu'il apprécie les blettes. Voilà. Je t'avoue que je suis un petit peu Tu vois, étonné. impressionnée. C'est la première fois que je tombe sur ça. Donc, bah Bon, c'est écoute. plus grâce à mon fils, Alors, hein, je pense que j'aime les blettes. ouais, impressionnant, impressionnant. Alors du coup, dernière question, comment tu définirais ton style de cuisine? Bah, alors, mon style de cuisine, j'avoue, j'ai pas honte de le dire, il copie beaucoup celui de ma femme. Du coup, Ouais. je dirais très flexible. Il s'adapte au quotidien. Mhm. Et donc, du coup, très orienté sur la vitalité et la nature des saveurs. D'accord, intéressant. Donc tu es plutôt, déjà, de ce que j'entends, tu es quelqu'un déjà qui ose goûter un peu de tout, qui est assez ouvert et qui en même temps a ce souci de bien manger et de bien choisir ses aliments, quoi. Ben, c'est vrai que là, la base de notre cuisine, elle est essentiellement sur les aliments crus, et c'est surtout sur les légumes. Donc, les légumes de D'accord. saison. Et donc, c'est vrai que ça demande voilà, une adaptabilité assez impressionnante, surtout pour ma femme. D'accord, intéressant. Merci beaucoup. Alors, nous allons du coup passer à la seconde partie, puisque là, maintenant qu'on a fait connaissance avec toi sur le plan culinaire, là, on va passer dans une autre partie que je qualifie le secret de la recette. C'est-à-dire qu'on va parler ensemble de ton parcours et découvrir ce que tu fais, ton métier. D'accord. Alors, du coup, comme je le disais en introduction, donc Marc, tu es neuropsychologue, conférencier et auto-entrepreneur. Donc, tu as créé Natural Perf. Et j'ai envie de te demander, dans un premier temps, depuis quand tu as lancé ce projet et comment Natural Perf est né? Alors, effectivement, c'est né, enfin, ça a commencé en 2021. Mhm. Et en fait, sans qu'il y ait du coup vraiment quelque chose de programmé en fait. Alors, je t'explique, je sortais d'une de mes consultations chez une patiente qui a eu un AVC. Et D'accord. suite à cet appel, suite à cette consultation, on m'appelle pour proposer du coup une conférence du coup sur la santé mentale. D'accord. Et là, je me dis, wow, c'est intéressant et tout, mais c'est la première fois qu'on me demande ça. Et donc, est-ce que je me sens équipé ou pas? Donc, après moult réflexions, je me suis dit, bon, vas-y, j'y vais. Et face du coup à l'engouement, face du coup aussi au questionnement et aux besoins, ben, je me suis dit, ben, c'est intéressant de pouvoir proposer mes connaissances. Après, le confinement a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup plus de demandes au niveau de la santé mentale. Mm. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas construire ça de manière un peu plus étoffée et de conférence en conférence, de prise en charge en prise en charge, eh bien, est venue du coup cette envie de pouvoir voilà, accompagner au mieux des personnes qui souffrent d'anxiété et de dépression. D'accord. Et pourquoi le terme Natural Perf? Alors, effectivement, j'ai réfléchi cette semaine, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi Natural Perf? Alors, Natural Perf, c'est venu déjà, c'est un de mes amis et voisins qui m'a dit, mais Marc, en fait, vas-y, pourquoi tu montes pas du coup, ta structure en proposant du coup des conférences? Et j'ai dit, mais il faut que tu trouves un titre, un nom. Et je me suis dit, ouais, c'est Mhm. vrai, un nom assez accrocheur, dynamique. Et c'est vrai que Natural Perf, c'est venu assez automatiquement. Alors, enfin, au départ, je ne savais pas pourquoi, mais en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, je sais, en, en fait, ça évoque, en fait, c'est plutôt pour rendre hommage, remercier en tout cas mon père, parce que c'est par rapport du coup à l'expérience que j'ai vécue avec mon père qui m'a poussé du coup aussi à pouvoir faire ce que je fais Mhm. aujourd'hui, tu vois. Mon père, il y a en 2015, mon père du coup on a diagnostiqué chez lui un cancer D'accord. de la prostate.
Et du coup, cette expérience m'a beaucoup marqué parce que donc, je sortais des études et là, donc, je suis proche de mes parents, très très proche et proche aussi de mon père. Et Mhm. c'est cela, je me suis dit, waouh, il faut pas que je le laisse dans cet état, donc il faut pas que je le laisse comme ça, il faut que je l'accompagne, il faut que je lui dise, papa, t'inquiète pas, je suis avec toi, mais comment je peux réellement l'aider? Et je ne sais pas, à partir de ce moment, ma fiancée m'a dit, mais Marc, voilà, on commençait à s'intéresser à l'alimentation, et elle m'a offert Mhm. un livre, tu vois. Et je me suis dit, bon, Ouais. pourquoi pas l'accompagner dans ce changement et voir ce que ça fait. Moi, j'ai commencé à faire des recherches sur la micronutrition. Voilà, j'ai passé plus d'un mois à faire des recherches, mais vraiment poussées sur l'impact de l'alimentation sur la santé. Et au bout de un mois, je suis arrivé auprès de mon père et je lui ai dit, bon, écoute, papa, durant ta prise en charge, ce qui va durer 7 mois, ta prise en charge médicale, je te propose qu'on change ton alimentation. Et là, il me dit, mais Mhm. Marc, et tout, t'es sérieux? J'ai fait, ouais, papa, je te propose ce défi, mais t'inquiète pas, moi, en même temps, je vais aussi changer mon alimentation en même temps que toi. Voilà. Et pour que ce soit pas trop dur pour toi. Bon, je te la fais courte. Et en fait, en 7 mois, ben, du coup, il y a eu des résultats qui aujourd'hui me bluffent encore, qui a vraiment étonné en tout cas ces médecins. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux en fait, tu vois. Il va Ouais. vraiment nettement mieux. Et donc, ça m'a convaincu, tu vois, aujourd'hui, on va parler de nutri-génétique, donc sur en fait l'impact de l'alimentation sur ton corps en fait. Et à partir de ce moment, j'ai fait beaucoup plus de recherches en faisant lien avec mon expertise qui est la santé mentale. Et voilà, j'ai fait une formation en neuronutrition et je me dis, ben voilà, la performance naturelle, comment du coup optimiser tes capacités cérébrales, cognitives en adoptant une alimentation naturelle. Et donc, d'où jeu de mots naturopathe. D'accord, bah tu vois, moi, heureusement que, tu vois, c'est intéressant parce que moi je pensais perfusion, tu vois, donc en gros, comme si là, tu sais, comme enfin, en hôpitaux, les perfusions euh, qui nourrissent le corps, notamment avec la nutrition parentérale. Donc je pensais à ce côté-là, mais par la nature, tout ce qui est nutrition, les plantes, ainsi de suite. D'accord, bah tu vois, comme quoi, hein, c'est intéressant d'avoir l'origine, la vraie origine du nom de ton entreprise. Ok, intéressant. Pourrais-tu définir ton métier, nous expliquer euh, est-ce qu'il y a une différence entre psychologue et neuropsychologue? Oui, alors, la neuropsychologie, c'est une branche de la psychologie. C'est comme si, tu vois, la psychologie, c'est un grand océan et D'accord. qui englobe plusieurs petits poissons, plusieurs variétés. Et effectivement, donc la neuropsychologie, c'est une des variétés, on va dire, du grand océan de la psychologie. Et, D'accord. euh, et en fait, donc c'est l'étude, comme la psychologie, donc c'est l'étude de la psyché, l'étude du coup du fonctionnement de l'esprit. La neuropsychologie, elle va imbriquer en fait le fonctionnement cognitif, c'est-à-dire le fonctionnement cérébral. Donc, c'est-à-dire comment du coup le cerveau fonctionne pour être opérant vis-à-vis de son environnement. Donc, c'est-à-dire que ça va toucher euh, tout ce qui est apparent à la mémoire, au langage, aux fonctions exécutives, donc c'est-à-dire la planification, le raisonnement, euh, et aussi euh, et les fonctions aussi de reconnaissance. Donc c'est vraiment tout ce qui touche le fonctionnement cérébral dans son ensemble. D'accord. Donc, c'est un lien, si je puis dire, entre les différents. Euh, est-ce qu'on peut parler des différentes connexions entre les neurones, les fameux axones, ainsi de Oui, suite? Il y a aussi... effectivement, ça va toucher tout le fonctionnement cérébral et aussi mesurer ou faire des implications entre l'impact, donc l'impact d'un dysfonctionnement cérébral, cognitif lié à une maladie ou lié à un trouble du développement et voir comment on peut évoluer ces impacts et comment aussi on peut y remédier. Ok, ok, ok. Comme quoi, hein, la psychologie, en fait, je me rends compte, hein, grâce à ton explication, elle est tellement vaste, elle est tellement grande. J'aime beaucoup ton image de l'océan. Du coup, ça donne envie de. Bon, c'est vrai. Quand on voit l'océan, on a l'impression que c'est interminable, c'est infini. Mais de se dire que ben, on a quand même, on a quand même un cerveau qui est impressionnant et qui, de par son fonctionnement, ben, nécessite de l'étudier, de le comprendre, ben, pour être bien déjà avant tout dans sa tête et dans le prolongement dans tout son corps. Donc, comme quoi,
étudions, et merci à toi d'avoir étudié ce phénomène-là, enfin pas ce phénomène-là, mais du moins cette matière qui permet aux personnes qui ont ce besoin-là de se tourner vers toi, puisque souvent on pense aux psychologues, on dit bon, on n'est pas bien, tout de suite je vais voir le psychologue, mais on ne pense pas forcément au neuropsychologue qui est plus spécifié dans le fonctionnement du cérébral. Et du coup, la différence avec un psychiatre. Alors, le psychiatre, lui, il est rattaché du coup à sa branche, hein, au corps médical. Et, donc, du coup, lui, l'une des différences, c'est notamment au niveau de la presse, bon, des années d'études surtout, et aussi au niveau de la prescription. Donc, le psychiatre, il va finalement, lui, il est autorisé à prescrire des traitements, prescrire un protocole du coup thérapeutique. Et donc finalement, il a plus cette casquette effectivement, on va dire de thérapeutique, on va dire médicamenteuse et autres, alors que du coup le psychologue qui est différencié par sa fonction, lui, il va mettre en place un accompagnement, un suivi, enfin le psychiatre aussi, mais le psychologue lui ne peut pas prescrire de traitement. Ok, ok, ok. Il peut du coup accompagner, proposer une thérapie en fonction de sa spécificité pour du coup apporter un mieux-être. Mhm. Alors, on va passer à la prochaine question. Quelle est ta recette? C'est-à-dire, quel est ton parcours? Pourquoi as-tu choisi ce métier? Et quel a été l'ingrédient clé dans le choix de ton métier? Oula. Alors, bah, je me vois pas être psychologue, ça c'est sûr, hein. Je ne suis pas levé, je me suis dit, tiens, c'est bon, je vais être psychologue, faire des études de neuropsy et ça Ouais. va bien se passer. Non, au contraire, non, c'est vraiment enfin, par concours de circonstances. En fait, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, je suis expert en tout cas dans tout ce qui touche du coup l'anxiété et la dépression, Mhm. alors que finalement, c'est ça qui m'a emmené vers la psychologie, tu vois. Mhm. Alors, je t'explique. À la base, moi, je voulais être neurologue, tu vois, ou neurochirurgien. Donc déjà, j'aimais beaucoup ce qui touche du coup le fonctionnement du cerveau. Et Mhm. peut-être que tu as Ben Carson, je pense. Ouais, il m'a beaucoup influencé. Bref. Et donc du coup, euh, voilà, je faisais des études de médecine. Et à un moment donné, j'étais à la fac et je sortais du coup d'un examen, d'un examen blanc. Et à un moment, j'ai eu une attaque de panique. Alors, pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent, ce que c'est l'attaque de panique, c'est une sensation fortement désagréable qui vient de manière subite, Mhm. qui entraîne du coup, voilà, on a le souffle coupé, on a le cœur qui palpite, on transpire, on a chaud, et surtout, on a l'impression qu'on va mourir. Ah ouais. Et donc, j'avais l'impression que mon esprit sortait de mon corps. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? C'est là. J'avais un peu l'habitude de ressentir ce genre de choses, parce que j'étais assez stressé quand j'étais jeune, mais je savais le gérer. Mais là, le souci, c'est que toutes les stratégies que j'avais mises en place, eh bien, n'arrivaient pas à diminuer mon anxiété. D'accord. Et donc, la seule solution que j'ai pu trouver, la force que j'ai eue, c'est de sortir de l'amphi. Et à partir du moment où je suis sorti de l'amphi, ben, finalement, je ne suis plus jamais retourné à la fac. Wow. Et du coup, en sortant de l'amphi, voilà, je savais très bien que finalement, j'allais fermer un rêve, tu vois, de devenir neurochirurgien ou chirurgien, alors que finalement, tu vois, j'étais bien classé, tu vois. Euh, et donc, j'ai passé 7 mois à rechercher bah, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui m'intéressait. Euh, Mhm. et donc, finalement, j'étais bien accompagné par une dame qui m'a permis de mieux gérer mon anxiété. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas la psychologie, pourquoi pas la neuropsychologie, ça, parce que l'univers des neurosciences m'intriguait beaucoup. Et donc, je me suis orienté dans cette voie. Voilà. D'accord. Intéressant. Donc, quelque part, ton vécu a été ouais, le déclic, entre guillemets. Ouais, je pense que ça a été un catalyseur. Aujourd'hui, franchement, je m'épanouis vraiment, tu vois, dans mon métier. Si bien que, tu vois, que je me rappelle pendant les vacances, quand j'étais à la fac de médecine, j'ai eu l'occasion, tu vois, la chance de travailler à l'hôpital et d'être Mhm. brancardier. Et comme, tu vois, je suis quelqu'un d'assez dynamique, je parle beaucoup, je tâche bien, j'ai sympathisé Mhm. avec un anesthésiste. Il m'a dit, ah ben tiens, vu que tu t'intéresses au cerveau, tu vas assister à une opération du cerveau. Je me suis dit, waouh, trop bien, en plus, c'est ce que je veux faire, tu vois.
Mais j'ai passé 4 heures dans le bloc à m'ennuyer, tu vois. Je me suis dit, oh là là, c'est pas ce que j'ai envie de faire, je m'ennuie. Je peux pas parler avec le malade, en fait. Moi, et j'ai vu que ce que j'avais besoin, c'était de communiquer avec le malade, tu vois. Ouais, l'échange. Effectivement. Et là, je me suis dit, non, il est en train de dormir, je peux pas lui parler, je peux pas communiquer, je peux pas lui transmettre quelque chose. Et finalement, j'ai senti que c'était pas forcément ça qui était fait pour moi et que j'aimais plus, voilà, transmettre quelque chose, communiquer, être en interaction avec le malade. Ok. Et du coup, ben, comme on parle de communication, comment ça se passe une séance en neuropsy en quelques mots? Alors, du coup, moi, j'ai la particularité d'être neuropsychologue, mais aussi clinicien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai donc la casquette de l'expertise, entre guillemets, du fonctionnement cognitif, parce que du coup, moi, j'accompagne des personnes qui ont des pathologies neurodégénératives. Par exemple, des D'accord. personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques ou de maladie de Charcot, tu vois. Oui, je Et connais, donc, ouais. j'ai donc, Alzheimer. voilà, ouais, effectivement, tout ce qui est dégénératif. Et donc, j'ai cette casquette, mais moi, je vais au domicile des personnes. Donc finalement, je suis plus là pour pouvoir leur apporter un soutien, pour pouvoir assurer une coordination, pouvoir écouter aussi les familles, parce que bien souvent, les familles sont impactées par cette crise qui vient du coup bouleverser le système familial. Et donc effectivement, donc ça se passe par des entretiens souvent cliniques au domicile des gens, aussi des évaluations neuropsychologiques si besoin est, donc la passation de tests bien spécifiques pour évaluer la mémoire, pour voir du coup l'impact que ça a sur le quotidien. Et ensuite, un aspect aussi de coordination où je contacte du coup des professionnels du secteur pour assurer le suivi. Hmm. Ok. Et quel est l'aspect de ton métier que tu préfères? Peut-être tu vas me dire Voilà. l'échange avec la communication avec ton patient, j'imagine. Ben, franchement, comme je dis, là où je travaille, là, c'est assez particulier. Comme je t'ai dit, je suis au domicile des personnes. Donc finalement, tu vois, c'est riche d'interactions. Tu vois, c'est vraiment riche d'interactions. Et ce que j'aime particulièrement, c'est l'aspect où je suis mobile déjà. Et Hmm. surtout, l'aspect où le fait d'être au domicile, je disais ça la semaine dernière quand j'étais du coup formateur pour mon DU, pour le DU. Je disais du coup aux personnes que je suis pas dans un cadre, je suis pas à l'hôpital ou avec ma blouse ou devant un bureau qui met une distance avec le patient, tu vois, qui est peut-être structurante et contenante, tu vois, cette distance. Mais moi, le fait que je sois au domicile, je suis dans leur univers. Donc, je dois plus faire preuve de maîtrise interne. On parle de contre-transfert en psychologie. Faire preuve, du coup, de maîtriser mon contre-transfert, ce que me renvoie le patient. Quand il me dit qu'il est Hmm. en souffrance, quand il me dit qu'il a envie, par exemple, qu'il a envie de mourir, quand il me dit que la pathologie, du coup, le rend dépressif. Donc, comment je dois lui renvoyer une image ou un transfert contenant pour que lui puisse me rendre toutes ces choses. Donc c'est vraiment Hmm. du coup être à l'écoute du moindre détail, c'est-à-dire son positionnement, ses silences, ses soupirs. Mais c'est comme un mentaliste en fait, et c'est super stimulant et super du coup aussi captivant. Donc c'est voilà, ça me challenge pas mal. Le deuxième aspect que j'aime aussi dans mon travail, c'est l'aspect de coordination. Donc c'est-à-dire que Hmm. j'appelle plusieurs partenaires, des personnes qui sont dans les réseaux. Et donc, le fait d'être un peu multicasquette et de côtoyer, que ce soit un directeur, un psychiatre, un chargé de réseau ou une auxiliaire de vie. Donc, tu vois, c'est fait de côtoyer plusieurs personnes, ça m'adapte en fonction de chaque profil. Et cet aspect, du coup, tu vois, adaptabilité que j'aime beaucoup. D'accord. Ok, ok. Et du coup, bah, parfois, comme tu l'as un petit peu dit, hein, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui a un récit lourd, très lourd, euh, comment tu gères? Enfin, l'empathie est là, c'est important, mais comment tu fais quand tu rentres chez toi, ben, pour ne pas repartir avec toute cette charge, si je puis dire? Alors, c'est vrai que ma mère me pose souvent cette question. Tu vois, elle me dit, mais Marc, comment tu fais? Il faut que tu. Elle-même, des fois, Mhm. elle me fait un programme. Elle dit, Marc, faut que tu fasses du sport, faut que tu fasses ci, attention, parce que c'est lourd ce que tu fais. Non, effectivement, déjà, j'ai la chance, enfin, la chance, je pense que, ouais, j'ai la chance d'avoir déjà une vie sociale bien remplie, en fait. Tu vois, Mhm. je pars du principe où dès que je sors de mon bureau, dès que je sors du travail, c'est mon autre vie qui rentre, tu vois, la vie de papa, Ouais. la vie de Marc aussi tu me connais, tu vois, je suis très actif, tu vois, je pars de projet en projet.
Donc, Ouais. tu vois, le fait d'être dans cette activité, de pouvoir donner aussi aux autres, eh bien, moi, ça me nourrit, tu vois, et ça me fait penser à autre chose. Donc, le fait de pouvoir donner aux autres, eh bien, voilà, ça me fait penser à autre chose par rapport, du coup, à tout ce que peut me renvoyer, du coup, les patients. Après, il y a le sport et surtout aussi l'alimentation qui m'aide beaucoup. Ok, ok, ok. Bah écoute, je te propose, tu as parlé d'alimentation, bah on va arriver à notre deuxième partie qui s'appelle, ouais, on va dire la partie assaisonnement. Toi qui aimes que ce soit un peu relevé, un peu piquant, et ben on arrive à cette partie où c'est le moment bah, d'assaisonner notre échange. Donc nous allons ajouter un petit peu plus de saveur à notre recette avec un peu de sel, un peu de piment. Et du coup, ce sera l'occasion pour toi, en fait, de partager ton avis sur ou même ta vision sur certains thèmes autour de la santé, et notamment santé mentale, et l'alimentation aussi, des thèmes qui sont d'actualité, parce que tu es aussi formé, du moins, en neuronutrition. Du coup, c'est l'occasion ben, de faire le pont, le lien entre ces ces deux parties. Quand je dis ces deux parties, c'est le côté mental, psychologique, et le côté alimentaire avec la neuronutrition. Alors, j'ai fait des petites recherches et j'ai noté que d'après un article de l'OMS qui date du 31 mars 2023, donc presque un an jour pour jour, on estime que 3,8% de la population souffre de dépression. Donc, dans ces 3,8%, on compte 5% d'adultes, 5,7% des personnes de plus de 60 ans. À l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. Et la dépression est 50% plus courante chez la femme que chez l'homme. Que penses-tu de ces chiffres? Alors, je pense que ces chiffres sont de quelle année tu dis? Et de quelle année? 2023, 31 mars 2023. Alors, effectivement, je trouve que je pensais que c'était un peu plus parce que c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une explosion en tout cas de personnes qui souffrent de santé mentale, notamment chez les jeunes. Chez Mhm. les jeunes. Donc franchement, je trouve que les chiffres sont révélateurs de ce qui se passe, hein, de l'état en tout cas d'alerte qui doit être, qui commence à avoir lieu hein, au niveau de la santé mentale. Alors au niveau est-ce que par rapport au sujet des femmes, oui, je pense que les chiffres montrent que peut-être qu'il y a plus de femmes qui sont diagnostiquées, enfin diagnostiquées en tout cas qui sont du coup répertoriées que les hommes. Et la question que je me pose par ça, c'est que peut-être qu'il y a pas mal aussi d'hommes hein, qui souffrent, mais qui ne veulent pas forcément du coup se rendre, de coup soit dans les services de soins, ou le Ouais. dire, ou accepter, ou qui passent par, tu vois, par d'autres moyens. On sait qu'il y a des articles qui montrent que la dépression chez les hommes se manifeste souvent soit par des addictions, D'accord. soit par du coup des troubles du comportement, agressivité, Mhm. irritabilité. Donc effectivement, donc oui, effectivement, ces chiffres montrent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre guillemets hein, aujourd'hui. Mhm. Mhm. Et selon toi, en fait, ce serait quoi les facteurs qui font augmenter ces chiffres? Ben, c'est vrai que depuis 2022, j'ai eu beaucoup plus de demandes hein, de Mhm. personnes qui me contactent, que ce soit du coup en Suisse ou, parce que, ou dans d'autres pays, parce que ils souffrent et qu'ils sont en dépression. Et je me dis, mais, et surtout en France, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quelles sont les causes? Est-ce que c'est la sortie du Covid? Alors, beaucoup d'articles montrent que voilà, la sortie du Covid, Confinement. les séquelles du Covid montrent qu'il y a une explosion d'anxiété chez les jeunes, chez les jeunes adultes aussi. Pour moi, l'une des causes serait, je pense, le contexte anxiogène déjà. Euh, je pense que la période du Covid n'a pas arrangé. Il y a eu beaucoup d'anxiété autour de cela. Il y a eu aussi des pertes. Donc on a ces séquelles-là, en tout cas on a ça dans notre valise psychique. Il y a aussi, je pense que le contexte anxiogène hein, lié à l'augmentation de l'inflation, la guerre, les crises. Je pense que voilà, tout ce package fait en sorte que
que ouais, le quotidien peut ne pas être simple. Ouais, ouais, Et c'est vrai. surtout aussi, ce que je constate, c'est aussi la souffrance au travail. J'ai Oui. beaucoup de personnes, du coup, m'appellent parce qu'ils ont fait un burn-out, parce qu'au travail, ça n'allait pas. Donc, il y a aussi, tu vois, la situation professionnelle, la situation, le contexte aussi professionnel qui a changé, eh bien, voilà, crée aussi des difficultés, crée aussi des difficultés. Ouais. Ouais, effectivement. Et du coup, le lien avec l'alimentation, donc dans ta pratique, tu rencontres souvent des personnes, donc comme tu disais, parce que tu es spécialisée dans l'anxiété et la dépression. Et on remarque que dans ces cas de figure, le rapport à la nourriture est particulièrement compliqué. Est-ce que tu penses qu'il y aura aussi le facteur nourriture qui rentrera en compte? Alors, je pense qu'il est essentiel. Tu vois, j'ai participé à un séminaire sur l'impact du sucre dans le Ouais. comportement des enfants. Et c'est vrai que je trouve ça super intéressant. Ça m'a permis de pouvoir alerter sur le fait que ce qui se passe au sein de l'alimentation influe effectivement du coup le fonctionnement, le comportement finalement, notre comportement. Et euh, la, enfin, pas la majeure partie, mais souvent les personnes qui m'accompagnent, qui souffrent souvent d'anxiété, eh bien, le fait de pouvoir corriger leur modèle alimentaire améliore aussi du coup leur humeur. Tu vois, je me Mhm. rappelle, il y a quelqu'un qui, c'est un, moi, je dirais pas son nom parce qu'il est connu, mais c'est un producteur du coup de musique qui m'a contacté, qui accompagne des artistes et qui me Mhm. disait voilà, qu'il sentait, qu'il était très anxieux, et un peu comme moi quand j'étais à la fac de médecine, ça commençait à monter, ça prend la tête et à un moment, pouf, et il me Mhm. disait, et je disais mais à quel moment vous vous êtes soulagé? Il me dit oui, mais dès que je sens cette anxiété, je suis obligé d'aller aux toilettes, par exemple. Et donc je dis ben alors, je pense que votre anxiété, elle part pas d'un point de vue, on va dire purement clinique, psychique, votre anxiété, elle est peut-être plus organique. J'ai mais quand, ça veut dire quoi organique et tout. Et là, j'ai expliqué qu'effectivement, on a, comme tout le monde le sait aujourd'hui, avec les recherches, les livres, on a un deuxième cerveau, le système Eh oui. entérique, et que finalement, les perturbations du microbiote, passant par le nerf vague, ben, créent des inflammations, en fait. Et donc, le fait Mhm. de cette anxiété est juste une mise en alerte de ce qui ne va pas au niveau de votre intestin. Et donc là, on a fait des recherches, j'ai sensibilisé sur ce domaine, on a fait des ajustements. Et quand on a fait ces ajustements, il m'a dit, mais waouh, Marc, c'est juste incroyable, il faut que vous écriviez un livre là-dessus. Parce que là, ce que vous avez fait sur moi, c'est ce que vous m'avez, voilà, le changement est radical. Wow. Intéressant. Ah ouais, c'est super impressionnant. Et du coup, quelque part, entretenir son microbiote par l'alimentation, ça, c'est la base. Et C'est effectivement, l'une des bases. et Tu ouais, pourrais. et c'est un cercle vicieux, tu vois. J'ai une autre situation en tête où cette fois, bon, j'ai pas forcément pu lui apporter mon aide. C'est une mère qui m'appelle, qui a vu mes conférences et qui m'appelle et qui me dit voilà, est-ce que vous pouvez aider mon fils parce il a une dépression sévère. Je me rends du coup à son domicile et c'est vrai que du coup, le jeune homme, il m'explique directement qu'il a mal au dos, tu vois, qu'il a des douleurs, douleurs dorsales et qui l'invalide. Mais ce qui est intéressant, c'est que directement, il parle de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, son cycle circadien est perturbé, ce qui fait qu'il se lève, je pense, qu'il se lève la nuit, hein, qu'il se lève vers 20h, 22h, et qu'il se couche vers le matin, tu vois. Donc, il est vraiment perturbé et décalé. Et en fait, Mm. sa, et, sa consommation alimentaire est tournée plus vers les aliments qui sont type junk food, tu vois, industriel. Il commande que du McDo. Ok. Euh, il consomme beaucoup de sucre, type fructose, voilà, type sucre industriel, tu vois. Ouais. Et, Ça carrosse, et ouais. ça, et ça carence et ça impacte effectivement son état, tu vois, son état. Et donc finalement, euh, et on sent que tu vois, c'est un cercle vicieux parce que plus on va consommer tel type d'aliments, plus ça va activer le circuit des récompenses, tu vois, Mm. la dopamine, plus on va du coup nous orienter vers ce type d'aliment et plus ça va occasionner du coup de l'inflammation. Et donc finalement le cercle de vis finalement s'inscrit, il est pas forcément difficile, mais voilà, ça crée voilà beaucoup plus de difficultés sur le plan chimique et autres en fait.
Mmh. Donc c'est pour ça que quelque part, quand on n'est pas bien, on est plus attiré vers du sucré, du gras, des aliments vraiment voilà, assez, les aliments plaisir entre guillemets, pour enfin, réveiller ce sentiment de bien-être. Et donc il y a quand même une petite addiction, si je puis dire, quoi. Et effectivement, c'est que du coup, en fait, le cerveau ne va pas voir que tel ou tel type d'aliment est toxique. Donc, par exemple, si tu manges un aliment avarié, le cerveau il va envoyer Mmh. un message en disant, oh, oh, attention, il y a une bactérie, il y a quelque chose de toxique, de Ouais. néfaste, une toxicité, donc il y aura un mouvement de répulsion, tu vas vomir ou tu vas. Mais pour le sucre, en fait, le sucre n'est pas, pour le cerveau, il n'est pas associé à un aliment toxique. Par exemple, tu sais, le glutamate, qui est un ou des édulcorants qui sont neuromodulateurs, eh ben, ça va modifier du coup l'influx nerveux, le message chimique, mais le cerveau ne va pas, ça va le fausser. Le cerveau ne va pas voir dans cet aliment, cette molécule, quelque chose de toxique. Par contre, ça va activer le circuit des récompenses, ça va activer la dopamine, qui D'accord. va du coup, on parle d'embrasement neuronal, qui va embraser toutes les sphères du cerveau. Donc, c'est-à-dire le cortex préfrontal, qui est la zone de la planification, et le cerveau va encoder cela. Et donc, il va orienter tous les choix vers la libération de cette dopamine, parce que le cerveau est D'accord. habitué. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on consomme du coup ce type d'aliment qui va activer le système dopaminergique, ben, c'est comme si le cerveau est dans une boîte de nuit H24 en fait. Et donc Wow. à aucun moment il va redescendre. Wow. Donc c'est comme si on rentre, voilà. Bah, en fait, c'est instinctivement l'esprit, enfin le corps va rechercher, essayer de rechercher cet état de bien-être euh, en stimulant la production de la dopamine par l'alimentation, mais cependant l'impact sur le microbiote est mauvais et du coup on tombe dans un cercle vicieux. Notre état en fait ne s'améliore pas. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce côté culpabilité là. Souvent, en tout cas moi personnellement, quand je discute avec mes patients, ils ont souvent ce côté, bon, ils sont pas bien, donc ils se tournent vers l'alimentation, ils se sentent bien, mais quelques temps après, hop, il y a cette culpabilité, ce côté, on n'est pas bien, voilà. Et donc on se retourne encore une fois vers l'alimentation, et comme tu disais, ça devient comme un cycle infernal, quoi. Oui, effectivement, sachant, et c'est là où tu vois les industriels font aussi bien les choses, en France, ils ont bien étudié les choses. C'est-à-dire que finalement, il y a cette notion d'ancrage, on va dire, cognitif. Parce que plus tu sais que telle chose va te faire du bien, plus ton cerveau va l'ancrer et va devenir du coup, va devenir du coup pour ça que ça devienne une habitude, en fait, tu vois. Je, pas- il y a un exemple en neurosciences qui a mis ça au jour, c'est-à-dire qu'on a fait consommer soit du coca, soit du Pepsi à deux groupes de personnes. Ouais. Et sachant que le Pepsi est plus sucré, les personnes qui, pas à l'aveugle, enfin, les personnes à l'aveugle, pardon, qui donc on bandait leurs yeux et qui consommaient du Pepsi, préféraient le Pepsi plus que le coca, parce que le Pepsi est plus sucré. Donc ça active du coup, on va dire, le système dopaminergique. Ouais. Alors que finalement, on a fait le même test à un autre groupe qui visuellement voyait la bouteille de coca et voyait la bouteille de Pepsi. En goûtant les deux, ils se sont plus orientés vers le coca. Mmh. Ils disent, ah, mais je préfère le coca est meilleur. Mais tout simplement parce qu'en en fait, ils ont passé ils les ont passés sous IRM et ils ont vu que quand tu vois le produit et que tu le consommes, ça active le cortex orbitofrontal. C'est plus le système, système de récompense qui est activé, mais le cortex orbitofrontal. Et ce cortex-là, dont le nom est rattaché au mot frontal, c'est une zone du cerveau qui est responsable, on va dire, de l'engagement. D'accord. Tu vois. Et donc, en fait, comme le coca, du coup, enfin, c'est une, ça symbolise, tu sais, la sociabilité, tu vois, dans les JO, Oui. dans la Coupe du Monde, on voit les athlètes, là, je trouve ça un peu ambivalent aussi, les athlètes consommer du coca, mais bref, on voit les athlètes, du coup, avec une bouteille de coca à la main, eh bien, toi, ça t'engage dans quelque chose de collectif. Et ton cerveau, il intègre cela. Donc, pour lui, il voit coca comme une cohésion sociale, pas forcément comme un aliment qui prend plaisir. Et donc, D'accord. tu vas intégrer ça à ton cerveau. Et donc, quand tu recherches, par exemple, une forme de cohésion, eh ben, du coup, ton cerveau, il va intégrer cela, en fait, tu vois. Donc, ça montre que plus que on mange avec notre cerveau émotionnel, mais Mmh.
mais avec aussi certaines habitudes qui sont ancrées, qu'on ancre aussi dans notre fonctionnement cognitif et cérébral. D'accord, d'accord. On entend souvent dire que sortir de la dépression est quasi impossible. C'est-à-dire qu'en fait, on a des phases de rémission et de rechute. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on peut guérir de la dépression ou est-ce qu'on peut s'en sortir ou c'est compliqué? Enfin, qu'en penses-tu? Alors, moi, j'ai un autre regard sur la dépression. Aujourd'hui, enfin, de par du coup mes années d'expertise à la fois au niveau de mon travail, mais aussi voilà sur le plan plus personnel et familial, euh, je vois la dépression autrement. Je le vois vraiment comme un chemin, tu vois, comme une traversée, tu vois. Donc c'est une traversée où finalement tu n'es plus le même avant d'avoir la dépression, pendant et après, tu vois. Donc est-ce qu'on peut sortir de la dépression? On peut réduire du coup, je pense l'impact de la dépression. Sachant qu'il y a plusieurs types de dépression, tu vois. Tu as les dépressions saisonnières, les dépressions postpartum, la bipolarité et les dépressions majeures. Donc, il y a à différents types de dépression, il y a aussi, du coup, un profil et une temporalité différente. Par contre, Mhm. je pense qu'il est possible de réduire l'impact considérable qu'a la dépression au niveau du cerveau, tu vois. Ensuite, est-ce que du coup on peut s'en sortir? Oui, on peut s'en sortir de la dépression. Mais par contre, il faut prendre en compte le fait qu'on ne sera pas forcément le même, tu vois. Prendre en compte que durant cette traversée, eh bien, il y aura des changements qui vont s'opérer, soit des changements alimentaires ou des changements d'hygiène de vie ou des changements de pensée, tu vois. Et ça, du coup, c'est des choses aussi, voilà, c'est aussi une temporalité à prendre aussi en compte. Mais je pense que oui, effectivement, qu'on peut vraiment s'en sortir en prenant, j'ai l'habitude de parler d'une prise en charge holistique, en prenant du coup tous les aspects de l'accompagnement. Ça peut être alimentaire, ça peut être aussi psychique, ça peut être... Je pense que oui, en prenant tous les aspects, tu peux s'en sortir de ce tunnel, de cette traversée. Ok, donc ok, bah c'est une note positive si je puis dire. Donc on voit que la dépression et l'anxiété sont des sujets, franchement, en fait, qui sont assez tabous. On va être honnête, c'est assez tabou. Et je pense que en parler, voilà, ne pas hésiter à en parler, euh, que ce soit dans le cercle familial, au travail, c'est aussi lutter contre Bien ce sûr, flux. bien sûr, Euh, parce effectivement. que, parce que souvent on se dit, oh bon, si par exemple on a une collègue ou un collègue qui n'est pas bien, qui pleure tout le temps, tout de suite on va cataloguer, mais, au lieu de s'alerter et se dire que c'est une maladie et d'entourer et d'essayer au contraire d'accompagner la personne pour qu'elle puisse être accompagnée le plus tôt que possible avant que la dépression s'installe de plus en plus en fait. Bien sûr. Tu vois, c'est devenu un peu mon objectif, tu vois, de sensibiliser les communautés, sensibiliser les entreprises Mmh. sur ce sujet-là. Je me rappelle, j'ai fait une conférence, un séminaire à Lyon, et j'étais content de voir qu'il y avait des enfants en fait, qui me posaient des questions sur qu'est-ce que l'anxiété, qu'est-ce que la dépression, comment réduire l'anxiété. Ils prenaient vraiment des notes, hein. Et je me suis dit, waouh, je suis super content, super fier d'eux, super fier de moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les entreprises sur les enjeux de la santé mentale envers les collaborateurs. Je me rappelle, il y a une directrice d'un réseau de santé que j'ai contacté, on était en lien, et elle me dit, mais monsieur Lange, votre programme, il est super intéressant parce que j'ai une de mes collaboratrices, une de mes employées qui est en dépression et qui est en burn-out et je ne sais pas comment l'accompagner à se réinsérer professionnellement, à revenir dans notre service, totalement en difficulté, l'ensemble de mes collègues. Et je pense que ouais, le monde de l'entreprise, et combien de personnes, tu vois, m'appellent et me disent, voilà, j'ai une paralysie faciale à cause du stress que j'ai vécu, je suis tombé en dépression à cause du coup de l'environnement au sein même de mon travail. Et je pense que oui, effectivement, la santé mentale doit être prise en compte et surtout sensibiliser les personnes sur les troubles psychiques, tu vois, et je pense que c'est aujourd'hui, voilà, c'est un peu mon objectif et on va dire ma mission entre guillemets. Mmh. Donc, j'ai quand même envie de finir cette partie sur une note positive. Du coup, Marc, par rapport à ton expertise en neuronutrition, est-ce que tu aurais au moins deux conseils courts, pratiques,
que tu pourrais donner à nos auditeurs pour entretenir leur santé mentale? Bien sûr. Tout d'abord, devenir acteur. Enfin, c'est intéressant, je le dis, mais c'est mon objectif de tous les jours. Bon, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Mais bon, le premier, c'est de devenir acteur de votre propre santé nutritionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de veiller déjà à avoir des apports en fait suffisants en oméga 3. Alors, on peut trouver des oméga 3. Les oméga 3, on peut les trouver déjà dans les huiles. Et donc, finalement, avoir un apport essentiel en oméga 3, parce que l'oméga 3 va permettre, aussi dans les graines, hein, comme les graines de lin, vont permettre du coup d'apporter un support, une matière importante au niveau du cerveau. Ça, par exemple, je te disais que j'aime beaucoup l'avocat, et il m'est arrivé des fois le matin de vouloir manger de l'avocat. Tout simplement parce que l'avocat contient des lipides. Et le cerveau a besoin de 30% de lipides. Le cerveau est fait de matières grasses, donc de bonnes graisses, comme les lipides. Donc, veillez vraiment à un apport en oméga 3. Faites attention aussi donc au rapport oméga 3, oméga 6. Pardon. Si je peux me permettre, en plus, l'oméga 3 est anti-inflammatoire, donc effectivement. Et neuroprotecteur, effectivement. Donc, cet aspect-là. Il y a aussi avoir toujours une vie, on va dire, portée sur un équilibre. Donc, c'est-à-dire peut-être pratiquer du sport, une activité physique régulière, la marche, avoir une vie sociale assez équilibrée aussi. Et voilà, donc cette notion d'équilibre. Ouais. Ok. Eh bien, on va arriver à la partie aussi que j'appellerais la note sucrée. Donc, une partie qui est un petit peu plus légère, une partie à la fois amusante et ludique, où je vais t'inviter à deviner un aliment tout en apprenant quelques-uns de ses bienfaits. Alors, on va dire qu'on part sur une note un peu plus joyeuse, on va dire. Est-ce que tu es prêt? Yes. Ok, c'est parti. Donc, je suis une plante herbacée nommée Linum usitatissimum. C'est un petit peu compliqué le latin, désolé. Donc, Linum usitatissimum, cultivé en zone humide dans les pays comme le Canada, la Chine, l'Inde ou l'Angleterre. J'accompagne vos salades, vos soupes, vos pâtisseries et même votre bol de céréales au petit déjeuner. Sur le plan santé, je prends soin du premier cerveau grâce à mes oméga 3, comme on disait tout à l'heure, et aussi du deuxième cerveau, c'est-à-dire l'intestin, grâce à ma richesse en fibres. Je suis anti-inflammatoire, antioxydante, je diminue les mauvaises graisses dans le sang. Autre information, pardon. Je suis de couleur brune ou dorée et on me consomme moulu ou germé. Qui suis-je? Je suis souvent ça, les graines de lin. Bien, bravo. Et en plus, c'est trop marrant parce que tu en as parlé tout à l'heure et je me disais... comme ça, je me dis, attends. Et dès que tu as dit moulu, je me suis dit, ah ouais, c'est bon. C'est vrai que je mets ça souvent, je mettais ça dans les bananes et tout, dans les flocons d'avoine et tout moulu. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est une source importante en oméga 3, les graines de lin, ouais. Excellent, bravo. Donc, vous voyez que quelque part, comme on disait tout à l'heure, hein, chers auditeurs, une bonne alimentation, c'est une clé essentielle pour entretenir notamment notre cerveau et à long terme notre santé mentale. Donc, ne négligeons pas notre alimentation. Donc là, je peux faire un peu la passerelle avec mon métier, si je puis dire. Donc, ne négligeons pas, puisque effectivement, l'alimentation, fait partie des piliers de la santé. Écoute, Marc, on va arriver à notre conclusion. Et pour ce faire, je t'avais demandé de choisir un aliment ou un objet indispensable dans ton métier. Du coup, qu'est-ce que tu as choisi? Et est-ce que tu peux nous présenter cet objet et nous expliquer pourquoi cet objet est essentiel pour toi? Alors, donc, un aliment ou un objet essentiel dans mon métier. D'accord. Ouais. Alors, du coup, juste entre parenthèses, quand tu dis aliment, donc un aliment que moi j'aime beaucoup et que je présente beaucoup dans mes accompagnements. Ça peut, oui. Ou un objet. Bon, après, du coup, les objets, j'en utilise pas beaucoup parce que du coup, c'est plus mon écoute et voilà, mon cerveau que j'utilise essentiellement.
Alors moi, du coup, l'aliment que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements ou dans plutôt entre guillemets mes préconisations, c'est Mhm. du coup c'est un produit. C'est une huile enrichie en oméga 3 en fait qu'on retrouve souvent dans les magasins bio. Mhm. C'est des huiles Ouais. où il y a un complexe du coup de l'huile de lin, l'huile euh, l'huile de chanvre, je crois. Et voilà, c'est un complexe d'huile qui est enrichi Mhm. en oméga 3. Et donc, je préconise essentiellement ça aux personnes que j'accompagne parce que avant même, tu vois, de pouvoir traiter tout ce qui est blessure émotionnelle, anxiété liée à un contexte environnemental, il faut préparer le cerveau, tu vois. Mhm. Et c'est là où, du coup, c'est vrai que ma pratique, elle est assez intéressante parce que j'associe la nutrition et la psyché. Et je me dis qu'il faut donner des renforts, donner du coup de la constance au cerveau pour pour lui permettre de travailler toutes ces blessures, en fait. Et donc voilà, d'abord, je Ouais. renforce le cerveau avec une alimentation. Premièrement, c'est l'oméga 3 parce que 98% des Français sont en carence en oméga 3. Entre Wow. parenthèses, quand j'ai fait le séminaire, tu vois, sur la nutrition avec une entreprise de restauration collective, il y avait une Mhm. diététicienne qui faisait partie du label Bleu Blanc Cœur. D'accord, Et du oui. coup, j'ai discuté avec elle et elle me disait effectivement que voilà, leur objectif c'est d'enrichir tous les aliments en oméga 3 pour voilà améliorer, avoir voilà une nutrition assez consciente. Et elle-même, du coup, je me dis mais c'est très bien. Et du coup, en fait, on est conscient de l'importance de l'oméga 3, mais Oui. surtout de la carence qu'on peut avoir que la population française a en oméga 3. Et là, je me suis dit waouh, en fait, Mhm. on est connecté parce que c'est vrai. Pour accompagner quelqu'un qui est en dépression et qui est en anxiété, il faut d'abord soigner son cerveau finalement, avant de soigner du coup les blessures. Donc moi, c'est ce que je fais. D'abord, c'est voilà, préconisation en lipides, en oméga 3. Ils sont pas trop huile, ben, je leur dis, ben, écoutez, il y a mon meilleur ami, l'avocat, où il a vu, voilà. Donc, effectivement, c'est ce que je fais. Ouais, ou bien les oléagineux, type C'est ça, noix. les graines, Ouais, effectivement. ouais, ok. Merci beaucoup. En tout cas, en fait, en mot de conclusion, j'ai envie de dire à nos chers auditeurs, vraiment, encore une fois, l'importance de se tourner vers des professionnels de santé, de ne pas avoir peur, de se faire accompagner, de revoir un peu son alimentation, de revoir un peu comment, si on est bien sur le plan psychique, ne pas hésiter à en parler, à se tourner vers les professionnels de santé qui sont là, qui sont aguerris et qui sont là justement pour nous guider et nous aider à aller de mieux en mieux. Avoir conscience quelque part qu'on est dans un monde où l'instabilité, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, est bien présent, où c'est plus difficile de tenir, de garder une joie, une paix. Donc ne pas hésiter, encore une fois, à se tourner vers des psychologues, neuropsychologues, et je rajouterais aussi diététiciens, puisque l'accompagnement, ce n'est pas juste pour une partie, mais l'accompagnement doit être global, doit être entier euh, pour assurer une santé la plus optimale que possible. Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet échange avec toi, Marc. J'espère Ouais. que tu as... Enfin, quel est ton ressenti? Partage avec nous. Ben, du coup, ouais, moi aussi, c'était vraiment intéressant, tu vois, de pouvoir parler sur ces recettes, sur ces plats assaisonnés, le plat sucré. C'était vraiment intéressant et je trouve que il en faut parce que je pense que c'est, c'est des sujets d'utilité publique, je pense, tu vois. Ça peut vraiment aider des personnes et je trouve que ton initiative, elle est vraiment, vraiment intéressante et vraiment louable. Merci beaucoup, merci. Donc, merci à toi aussi, hein, parce que tu as apporté énormément dans cet échange. Je voudrais vraiment te remercier chaleureusement. Et puis, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te contacter et comment te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, du coup, préparez-vous, parce que c'est vrai qu'à partir du mois prochain, je vais être un peu plus présent sur les réseaux, donc essentiellement sur Instagram, où il y aura des lives sur la santé émotionnelle, aussi peut-être sur la nutrition. Donc, ouais, vous pouvez me suivre du coup, sur mon compte Instagram, c'est naturalperf 2.0. Et voilà, donc c'est essentiellement sur ce canal qu'on peut voilà, me contacter, ou soit sur LinkedIn aussi. Voilà, je poste à la fois sur Instagram et sur LinkedIn sur les sujets qui tournent sur l'anxiété et la santé mentale.
Ok, et donc sur LinkedIn, on tape Marc Lange ou bien on tape aussi Natural Père? Ah, on peut taper Marc Lange sur LinkedIn et Natural Père sur Instagram. Père D'accord, donc 2.0. donc Marc Lange, Lange et Natural Perf, A-N comme natural, perf, Ouais. P-E-F, 2 comme le chiffre, point 0. Ok, bon, en tout cas, notez bien ça. Surtout, n'hésitez pas à contacter Marc, donc, que je rappelle qu'il est neuropsychologue, expert aussi en neuronutrition, qui est également conférencier qui accompagne au quotidien des personnes souffrant de dépression et d'anxiété, puisque c'est ta spécialité. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur son compte Instagram et à le contacter si besoin. Bah, écoute, on va conclure. Je te remercie encore une fois. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Si comme Marc, vous souhaitez jouer et tester vos connaissances en alimentation, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram DietiAct, DIETYACT, pour découvrir la devinette du jour. À vous de jouer! Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Vos questions et vos retours sont les bienvenus. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram via mon compte DietiAct, où vous pourrez également retrouver toute mon actualité ainsi que mes conseils santé. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de contact sur mon site internet dietiact.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et restez connectés.